échauffement pour vous, c'est celui-là aujourd'hui. Le but de ces échauffements, c'est que ce type de calcul doit devenir un automatisme. Quand je dis automatisme, je veux dire quelque chose que vous faites par vraiment réflexe automatique. Comme quand vous êtes sur le point de tomber et que vous mettez les mains devant vous pour vous protéger. La première chose à faire dans tous les cas, c'est toujours la même, le réflexe, c'est que vous prenez un polynôme de second degré et vous essayez de en identifier les trois coefficients A, B et C. D'accord? A ici est égal à 1, B est égal à moins 9 et C est égal à 8. Et j'aimerais savoir si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que j'ai écrit ici. Évidemment, on ne peut pas toujours faire la même chose. J'ai réarrangé l'ordre de x au carré et le terme sans variable pour changer un peu la donne. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Non. J'aime bien la sincérité. Alors, clairement, ici, vous avez le terme au degré 2 qui est au milieu. Donc, c'est lui qui me donne le coefficient A. B, c'est donc le coefficient de ce terme-là. Et enfin, 8, juste ici. D'accord? Bon, une fois que j'ai identifié tout cela, je passe à mes calculs. Et donc, je commence par le discriminant. Ce qui fait du coup moins 9 au carré, donc 81, moins 4 fois 1 fois 8. D'accord? Ce qui fait donc 81 moins 32. Ce qui fait 49. On est d'accord? Ok. 49, c'est strictement positif, donc j'ai deux solutions distinctes. Exprimées par la formule moins b plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2 fois a. Ce plus ou moins, c'est juste pour me rappeler que c'est deux solutions distinctes. J'ai les calculs, donc x1, ça va être moins b, donc 9, plus la racine carrée de 49, donc ça fait 7, divisé par 2 fois a, donc 2, parce que ici a est égal à 1. 9 plus 7, ça fait 16, divisé par 2, ça fait 8. Super. x2, ça va être la même chose, mais avec un moins au milieu. 9 moins 7, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc vous avez deux solutions qui sont 8 et 1. La parabole, elle est de quelle humeur dans cet exercice? Elle est plutôt contente, car en effet, a ici est égal à 1, à ne pas le confondre avec le moins 9. D'accord? Grâce à cette remarque, on peut affirmer que du coup la parabole elle est située par rapport à l'axe des abscisses de cette façon-là, et située également mes deux racines 1 et 8. Et enfin, la question c'est qu'est-ce que je veux savoir sur cette parabole? Dans l'exercice, on voit clairement qu'on veut savoir quand est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 0. Alors, inférieure ou égale à 0, ça veut dire donc que je veux connaître quel est l'intervalle qui correspond à toute cette partie-là. D'accord? C'est inférieur ou égal à 0. Et pour cette raison, inférieur ou égal, ça veut dire que du coup, je vais prendre en considération les deux extrêmes, 1 et 8. Donc, la solution, c'est x appartenant à l'intervalle 1,8 extrême inclus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était arrivé à avoir ce résultat? Levez bien vos mains parce que j'aimerais bien avoir une idée plus claire. 4, 5, 6, d'accord. Si vous n'étiez pas arrivé là, est-ce que c'est parce que vous aviez mal identifié les coefficients? C'est ça le problème? D'accord. Bon, j'espère que cet exercice-là aura valu de vaccin contre ce type de problème. Celle-là est la discriminant négatif. Pourquoi on le voit? C'est parce que soit on fait le calcul, soit on peut remarquer que, bon, vous le savez, ça c'est quoi? Celui-là. Hein. Personne? Les identités remarquables? Non? Ça donne quoi du coup? C'est le carré de quoi? X moins 2. Ça, c'est x moins 2, le tout au carré. Et là, dans mon polynôme, j'ai la même chose, sauf qu'à la place d'avoir plus 4, j'ai plus 5. Donc, je sais que x au carré moins 4x plus 4 plus 1, c'est égal exactement au polynôme rouge. Et donc, si l'identité remarquable est égale, donc la partie purement jaune, celle-là,
Là, je peux l'écrire comme x moins 2 au carré. Bah, à côté, je peux toujours rajouter 1, comme ça. Et maintenant, regardez ça. C'est quoi x moins 2, le tout au carré? C'est une quantité, du coup, au carré. Et donc, forcément, tout cela, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Et à ça, je rajoute quoi? Je rajoute 1. Et 1, c'est toujours supérieur, pas égal. 1, il n'est pas égal à 0. 1, c'est strictement supérieur à 0. Et alors, si j'additionne des choses positives, je peux déduire que tout cela, il est forcément strictement supérieur à 0. Mais si ça, c'est strictement supérieur à 0, ça veut dire que par rapport aux abscisses, cette parabole, elle va être située là-haut. Forcément. D'accord? Mais imaginons que je ne l'avais pas vu comme ça. Imaginons que j'avais dû calculer le discriminant. Ça aurait été exactement pareil, hein, la conclusion. En effet, si je calcule le discriminant de ce polynôme-là, ça me fait discriminant égal b au carré, 16, moins 4 fois 1 fois 5. Ça fait 16 moins 20, ça fait moins 4. Discriminant négatif. Quand le discriminant est négatif, comme dans ce cas-là, ça vous dit quoi sur votre fonction? Ça vous dit que soit elle est située vers le haut sans toucher l'axe des abscisses, soit elle fait la même chose mais vers le bas. Comment on sait si c'est vers le haut ou vers le bas? Bah, on regarde si la parabole elle est heureuse ou triste. C'est-à-dire qu'on regarde encore une fois le signe de A. Et ici, quand on regarde le signe de ce terme-là, le signe du coefficient de ce terme-là, pour être précis, on regarde qu'il est clairement positif. Donc, je sais que la parabole, elle va être orientée vers le haut. Donc, je peux exclure cette parabole que j'ai tracée ici. D'accord? Et je peux remarquer, du coup, que cette parabole-là, elle n'a aucune intersection avec l'axe des abscisses. Et moi, je voulais savoir quoi dans cette inéquation? Je veux savoir quand est-ce qu'elle est négative. Or, quand est-ce que cette parabole, elle est en dessous de l'axe des abscisses? Jamais. Donc, l'inéquation est impossible. On dit ça, ou sinon, l'inéquation, on peut aussi écrire, hein, l'inéquation n'admet, on lit pas, aucune solution. D'accord? Une petite phrase comme ça vous permet de conclure très rapidement. D'accord? Bon, finalement, j'ai passé plus de temps sur celle-là que ce que j'avais prévu. La dernière, elle m'intéresse du coup parce que c'est un mélange, parce que vous avez un polynôme de degré 2 à étudier et en bas, vous avez un polynôme de degré 1 à étudier. Donc, voilà, très simple. Mais il faut se rappeler de comment on fait ce type de choses. Alors, je vais juste me la réécrire ici. Hein. C'était moins x au carré plus 9x moins 20. J'ai bien copié? Divisé par x plus 1. Et c'était supérieur ou inférieur? Supérieur strict? Ah, merci. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, je vois que c'est une fraction. Donc, il y a un numérateur et un dénominateur. Donc, je dois étudier les deux séparément. Et ensuite, je dois faire le fameux produit des signes pour savoir quel est le signe de toute la fraction. Je commence par la partie jaune. Donc, je vais m'occuper de moins x au carré plus 9x moins 20. Ici, je vais l'identification de façon très simple. A est égal à moins 1, B est égal à 9, C est égal à moins 20. Ce qui fait que le discriminant calculé, ce sera 81 moins 4 fois moins 20 fois moins 1. Il y a 3 signes moins, ce qui en fait rester juste 1. Et donc, ça fait 81 moins 4 fois 20. Et 4 fois 20, surprenamment, ça fait 80. Donc, ça fait celui-là. Juste 1. Et discriminant égal à 1, ça veut dire que la racine carrée de 1, ça va être 1. Donc, quand je calcule les solutions, les deux racines pour ce polynôme, ça va être moins b, donc moins 9, plus la racine carrée de 1, donc c'est 1, divisé par 2 fois moins 1, donc ça fait moins 2. Donc, moins 9 plus 1, ça fait moins 8. Moins 8 divisé par moins 2, ça fait... Et x2, ça va être la même chose, mais avec un signe négatif. Ce qui fait donc moins 10 divisé par moins 2, ce qui donne comme résultat 5. Donc ici, les deux solutions sont
4 et 5. La parabole, elle est comment? A est négatif, je le lis clairement ici. Donc, je déduis que la parabole, elle est triste, autrement dit, elle est orientée vers le bas. Ce qui me permet d'affirmer qu'elle est située dans cette position. Ce qui me permet d'identifier donc ici les deux racines qu'on a trouvées tout à l'heure, 4 et 5. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour l'étude de ce numérateur. D'accord? Moi, j'aimerais savoir maintenant qu'est-ce que je peux affirmer par rapport au dénominateur. Alors, heureusement, le dénominateur, donc la partie rouge, je vous la fais juste ici à côté, c'est plus simple que la première partie, parce que si je veux étudier le signe de x plus 1, bah, il suffit juste de résoudre en fait l'inéquation x plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, je ne vais pas faire supérieur ou égal, je vais juste faire supérieur à 0, parce que je sais que x plus 1, il se trouve au dénominateur. Et donc, j'écris juste que ça, c'est vrai si et seulement si x est supérieur à moins 1. D'accord? Et ça termine déjà en fait tout ce dont je vais avoir besoin pour cette inéquation. Car en effet, maintenant que j'ai toutes ces belles infos, je peux tracer le tableau des signes. Et je vous rappelle que ce que maintenant j'ai appris sur la parabole, c'est que elle est positive ici, négative ici, et positive... Oh, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? C'est l'inverse, pardon. Comme quoi, vous n'êtes pas les seuls à être endormis. Donc ça, c'est négatif, ça, c'est positif, et ça, c'est négatif. D'accord? On le voit. Et alors, quand je vais faire le tableau des signes, je vais écrire x. Là, je vais mettre moins l'infini. Les valeurs, et là, je vais lister au milieu entre moins l'infini et plus l'infini toutes les valeurs cruciales que j'ai trouvées en faisant mes études de signes. Quelles sont ces valeurs? Vous remarquerez que je vais trouver ici 4, 5 et moins 1. Dans l'ordre, moins 1, 4 et 5. Alors, je vais mettre moins 1, 4 et 5. Peu importe de les mettre de façon distancée ou espacée, de façon cohérente entre elles. Vraiment, ça ne change rien. Et donc, maintenant, je vais mettre l'étude des signes du numérateur et du dénominateur. Ça, c'est moins x au carré plus 9x moins 20. Et je sais que cette parabole, elle est comment? Alors, elle est négative à gauche de 4. Et aussi à droite de 5. Mais elle est positive au milieu. Et je sais que ici et ici, cette parabole-là, elle va valoir exactement 0 parce que ce sont les racines. Je sais également que le dénominateur x plus 1, lui, il va être comment? Je sais que, on le lit juste ici, x plus 1, c'est positif si et seulement si x est supérieur à moins 1. Donc, ça veut dire que ça, c'est positif dès que x est à droite de moins 1. Donc, ça veut dire que c'est négatif ailleurs. Et attention, je vais mettre une double barre sur moins 1 parce que je sais que moins 1, c'est la valeur qui fait annuler le dénominateur. Attention à ça. J'en déduis que pour ce qui concerne toute la fraction, donc moins x au carré plus 9x moins 20 divisé par x plus 1, j'ai clairement une situation où entre moins l'infini et moins 1, moins fois moins, ça fait plus. Ici, j'ai une valeur interdite. Moins fois plus, ça fait moins. Ici, j'ai une valeur qui fait 0. Plus fois plus, ça fait plus. Super. Et moins fois plus, ça fait moins. Donc, quand je vais enfin résoudre l'inéquation demandée supérieure ou égale à 0. Maintenant, du coup, pour résoudre ça, je vais juste lire le dernier étage de cette étude de signes. Et donc, je vais affirmer que x doit appartenir, pour que ce soit du coup supérieur ou égal à 0. Alors, c'est moins l'infini, point virgule, moins 1, exclu, réuni avec 4, point virgule, 5. Qui était arrivé à faire ça? Est-ce que si vous n'étiez pas arrivé à faire ça, est-ce que vous étiez juste c'était une question de temps ou une question de incompréhension sur une des étapes? Plus le temps?
Des questions? Questions? Oui? À chaque fois, c'est un dénominateur. Toi, ici, tu as étudié, ici, je parle de ici, hein. Ici, tu as étudié quand est-ce que x plus 1 est strictement supérieur à 0 parce que, comme tu te trouves au dénominateur, tu sais que tu ne peux pas avoir la valeur 0, car c'est au dénominateur. Donc ici, quand j'ai résolu, j'ai étudié strictement supérieur à 0. Je sais donc que là, je dois faire une attention, je dois utiliser une attention particulière et contrôler quand est-ce que ce dénominateur-là s'annule. Comme j'ai étudié strictement supérieur à 0, je sais que celui-là, il va être positif si x se trouve donc à droite de moins 1. Ce que j'ai reporté ici. Ok? J'ai mis la double barre parce que comme j'ai étudié le strictement supérieur, du coup, j'ai identifié le plus ici, mais pas sur le moins 1 lui-même. Tu vois que quand j'étudie la possibilité que ce soit égal à 0, je mets du coup la ligne avec le petit cercle au milieu, comme j'ai fait ici. D'accord? Ça veut dire que la fonction, elle va s'annuler à ce moment-là. C'est-à-dire que moins x au carré plus 9x moins 20, il s'annule sur x égale à 4 et sur x égale à 5. C'est ce que j'ai trouvé. Mais comme x plus 1, il se trouve au dénominateur, je sais que ce dénominateur-là, il ne doit jamais s'annuler. Si j'avais voulu être encore plus rigoureux, j'aurais dû faire encore une étude préliminaire. Et affirmer clairement que ça doit être tout le temps différent de 0. Et ça, c'est du coup vrai si et seulement si x est différent de moins 1. Tu vois, c'est comme résoudre une équation. Tu passes le plus 1 de l'autre côté, ça devient moins 1. D'accord? Ça, c'est l'étude du domaine de définition, c'est-à-dire l'étude de l'endroit où la fonction est définie. Okay? Mais tu peux le faire aussi directement au niveau de l'inéquation quand tu étudies x strictement supérieur à moins 1, à la place de x supérieur ou égal à moins 1. Les exercices 16 et 17. Ok? Qui nous ramènent à notre chapitre actuel. Alors, 16 et 17, c'est des deux exercices plutôt classiques que je vous avais donné pour vous rappeler comment ça marche les arbres de probabilité, mais aussi comment on peut étudier des événements, des expériences aléatoires qui sont indépendantes entre elles, d'accord? Donc des épreuves indépendantes qui sont répétées. L'exercice 16, on va le lire directement. On va lancer une pièce de monnaie équilibrée, donc pas de triche ici. Et on note le résultat obtenu. Et ensuite, on tire une carte au hasard dans un jeu en marquant quelle est la couleur. Cœur, carreau, trèfle ou pique. Et juste pour une question de cohérence, hein, ici, on dit qu'on va noter sa couleur, mais la couleur, c'est rouge ou noir en général dans un jeu de cartes. Mais bon, il spécifie que pour lui, la couleur, c'est cœur, carreau, trèfle ou pique. Moi, en général, j'appelle ça les symboles ou éventuellement les signes. Mais bon, bref. Dans tous les cas, on va dire que ça, c'était les 4 couleurs, on va dire. Hein. Cœur, carreau, trèfle ou pique. D'accord? Et il nous demande de donner la liste des issues possibles. Alors, il n'y avait pas une seule façon d'agir, mais sûrement, ce qu'il fallait obtenir à la fin, c'était un arbre composé donc d'abord par une double dichotomie, donc une division entre deux possibilités, clairement pile ou face. Et une fois qu'on a effectué cette première expérience aléatoire qui a donc 2 issues possibles, on a 4 possibilités avec le tirage de 4 possibles couleurs. D'accord? Effectivement, une fois obtenu le résultat pile, quand je tire dans le jeu de cartes, ça va Elohim? Quand je tire ma carte au niveau du jeu, eh ben, je peux avoir ce résultat-là, ce résultat-là, ce résultat-là, ou bien entendu, ce résultat-là. Désolé pour ma graphie, hein, je ne suis pas exactement
un artiste. J'essaie de faire ce que je peux. Hein. D'accord? Ça, c'est les 4 couleurs, on va dire, qu'il nous a proposé. Et évidemment, j'ai exactement la même possibilité pour la sortie du côté face de la pièce. Voilà. Donc, il demande quelles ont toutes les possibles issues, je crois. Donner la liste des issues possibles. Voilà. Comment on fait à donner la liste des issues? Ça, c'est pas la liste des issues. Ça, c'est un schéma pour comprendre comment ça marche. C'est un arbre qui est là juste pour nous donner pour nous fournir plus de facilité au moment de, justement, faire la liste des issues. Alors, la liste des issues, c'est quoi? C'est juste la liste de toutes les possibles possibilités, de toutes les possibles combinaisons que vous pouvez obtenir entre les résultats de la première expérience et les résultats de la deuxième expérience. Ici, ce sera du coup pile accompagné de piques. Je suis incapable de le redessiner. Voilà, comme ça plutôt. Ok? Ça, c'est une issue. Une autre issue, c'est pile trèfle. La quatrième, c'est pile carreau. Et la quatrième, ça va être pile cœur. Et là, je suis en train de lire la moitié en haut de l'arbre. Ensuite, je continue de lister avec face pique, face trèfle, face carreau et face cœur. Ce qui vous donne un total de 8 issues. Comment on pourrait savoir que c'était 8 issues? Il fallait aussi, c'était juste suffisant éventuellement de compter ça. D'accord? Je crois que c'était tout. Voilà, donner la liste des issues possibles de cette expérience. Ok? C'est plus un rappel sur comment on fait pour modéliser une expérience aléatoire. La 17 m'intéresse un peu plus. On a représenté par un arbre pondéré ci-contre une expérience aléatoire à 2 épreuves indépendantes. On remarque qu'ici, on ne nous dit absolument pas quelles sont les 2 expériences. D'accord? Par contre, il nous demande quelles sont les issues de la première épreuve. Une issue, c'est une possibilité. Ici, on voit 2 expériences aléatoires. D'accord? Parce que cet arbre-là, il possède 2 niveaux de branchement. Tu vois que d'abord, on a une choix à 3 branches entre A, B, C. Et ensuite, on a pour chacune de ces 3 issues, 2 issues supplémentaires. D, D bar, D, D bar, D, D bar. Une issue, c'est une possibilité. Donc ici, vous avez 2 expériences, la première et la deuxième. Et les issues de la première épreuve, c'est ABC. Elle, c'est les issues. Chaque issue, après, aura une probabilité. Ça, c'est un exercice de vocabulaire. Et là, du coup, il faut que tu fasses une distinction très nette entre toute la partie numérique, calcul, ça c'est les probas, et toute la partie vocabulaire, c'est les issues, les événements, les épreuves, et c'est 2 choses complètement différentes qu'il faut savoir maîtriser. Donc, les issues de la première épreuve, ce sera A, B et C. Est-ce que je sais qu'est-ce que cela représente au niveau de l'expérience? Pas du tout. Ça pourrait être un lancer de dés, ça pourrait être le fait de tirer une carte dans un jeu de cartes, j'en sais rien. Mais en fait, cela ne m'intéresse pas. Je vais juste ici parler de la modélisation et je sais que ces 3 événements-là, ces 3 issues s'appellent ABC. Fin. Deuxième question, quelles sont les issues de la seconde épreuve? Alors là, il faut faire attention du coup parce que on a envie de dire, ah regardez, il y a 6 issues. Parce qu'on a des débars, des débars, des débars. Mais en fait, c'est faux. On a juste 2 issues. 2 issues qui vont être D et D bar. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait la deuxième épreuve, on répète ces 2 issues pour chacune des issues de l'expérience précédente. D'accord? Donc ici, peut-être que ça c'est en vrai finalement c'est plus clair. De toute façon, vous voyez que les 2 symboles utilisés c'est toujours les mêmes. D, D bar, D, D bar. Donc, si vous avez des questions sur les issues, c'est le moment de le poser.
Deuxième question, reproduire et compléter l'arbre. Alors, je vais éviter de le reproduire, mais je vais le compléter quand même. Comment on fait pour compléter l'arbre? Et là, je pense que c'est la partie, du coup, où les valeurs numériques entrent en jeu. Clairement, on sait que quand on fait une expérience aléatoire, la somme des probabilités, ça doit faire? Exactement. Donc, qu'est-ce que je vais mettre au-dessus de la branche qui porte vers B? Et du coup, qu'est-ce que je peux écrire sur D bar ici? Pourquoi 0,4? Parce que? Exactement. Et donc, qu'est-ce que je vais écrire maintenant au-dessus de cette branche-là? Viviane? Au-dessus de la branche D ici? Exactement. Pourquoi? Tout à fait. La justification exacte, c'est plus que ce sont deux expériences indépendantes que je fais. Donc, les probabilités entre une répétition des mêmes branches, ça ne change pas. D'accord? C'est toujours des expériences indépendantes. Et donc, je vais juste compléter aussi ici 0,6 et 0,4. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a complété tout ça, on est arrivé ici. On lance un dé tétraédrique. Donc, c'est un dé à 4 faces qui a cette forme-là. Vous connaissez, non? Un tétraèdre. Ça s'appelle tétraèdre parce qu'il a 4 sommets. 1, 2, 3 et 4. Et on lance un dé cubique. Ok? Les deux sont équilibrés. On s'intéresse à l'apparition d'un nombre pair sur chacun des deux dés. Peut-on modéliser cette expérience aléatoire par une succession d'épreuves indépendantes? Donc on parle de celle-là. Répétons un instant, réalisons un instant. Qu'est-ce qu'on fait comme action? Ici, il nous dit que d'abord, on lance un dé tétraédrique et ensuite on lance un dé cubique. D'accord? On ne les lance pas en même temps, hein. Enfin, à partir du texte, on le déduit pas trop. Dans tous les cas, même si on les lançait en même temps, c'est pas comme s'ils étaient liés par une chaîne ou quoi que ce soit. D'accord? C'est deux objets séparés, distincts, qui sont jetés. On s'intéresse à l'apparition d'un nombre pair sur chacun des deux dés. Donc, ça ne veut pas dire que la somme doit être paire, hein. Ça veut dire que sur chacun des deux dés, je regarde s'il y a un nombre pair qui apparaît. Ok? Bon. Est-ce qu'à votre avis, cette expérience aléatoire peut être modélisée par une succession d'épreuves indépendantes? Pourquoi? Quelqu'un d'autre? Siba? Alors ça c'est sûr. Il n'y a effectivement aucun lien entre les deux. Et donc, ça veut dire que je peux les considérer comme donc une succession, donc dans un ordre, hein, une répétition dans un ordre de deux choses différentes et qui n'ont aucune influence l'une sur l'autre. Très bien. On va réaliser un arbre pondéré illustrant la situation. Alors du coup, comment vous pourriez penser de modéliser cette situation? Est-ce que vous avez fait cet arbre ou pas? Déjà. Je vais juste, excusez-moi, effacer ça. Ça, je peux l'effacer, n'est-ce pas? Alors, on va dire que je lance d'abord le tétraèdre. D'accord? Et ensuite, le dé classique. Ok? Je regarde pour chacune de ces deux expériences. Donc là, je vais essayer ici de faire la ligne de distinction entre les deux. La première expérience, elle peut avoir combien d'issues? 4. Pourquoi 4? Non, 18. Si vous me dites un truc, vous devez le justifier. 2, parce que ça demande les nombres pairs. Ok. Ça, c'est ta vision. Quelqu'un avait dit 4, je ne sais plus qui c'était. Siba? Ou Jonathan? Ah, d'accord, parce que c'est 4 issues. Ouais, voilà. Ok. Alors, quand on fait une modélisation, alors là, je viens d'effacer l'exemple. Vous vous rappelez quand on a fait la modélisation avec la pile ou face et le jeu de cartes? Moi, j'ai modélisé avec
les issues qui m'intéressaient. D'accord? J'ai pas utilisé les, on appelle ça la distinction entre les issues et les issues élémentaires. Les issues élémentaires, c'est donc les issues qui répondent exactement à tous les événements qui peuvent se produire, les événements élémentaires. Mais quand on fait une modélisation, ça peut être beaucoup plus pratique en fait de passer directement par les événements qui m'intéressent d'étudier. D'accord? Donc si ici je m'intéresse à la possibilité d'avoir un nombre pair ou pas, ben, en fait ce que je regarde, c'est juste si j'obtiens un pair ou un impair avec le premier lancé. Et ça veut dire que ici, en fait, ce qui se cache ici sont les événements élémentaires de 4. Et là, caché en dessous de ça, il y a 1 et 3. D'accord? Ensuite, je lance le deuxième dé. Et là, j'ai combien de issues? Évidemment. D'accord? Toujours pair en pair. Et pair, impair. Je vais faire un arbre pondéré. Pondéré, ça veut dire que chaque branche possède un poids. Dans l'espace jaune, qu'est-ce que je mets comme valeur? Pardon? 0,5. Tout à fait. Et donc, je mettrai 0,5 sur l'autre issue. Et évidemment, je vais utiliser encore une fois la même valeur sur les branches. Car même quand je lance un dé cubique, j'ai toujours 3 possibilités paires et 3 possibilités impaires. D'accord? Je vous complète juste. Pair, ça veut dire 2, 4, 6. Et ici, impair, ça veut dire 1, 3, 5. Ici, c'est pareil. 2, 4, 6. Et 1, 3, 5. Donc 3 sur 6, 3 sur 6. C'est pour ça que je complète partout 0,5 au-dessus de chaque branche. Voilà. Je glisse juste pour lire la dernière question. Voilà. Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre pair sur chacun de ces dés. Comment je fais? On multiplie l'événement P pour le cube tétraédrique avec l'événement P. Alors attention, les événements ne peuvent pas être multipliés. Parce que ce sont des lettres. Je multiplie leur probabilité. En effet, si je veux obtenir 2 fois un pair, donc premier lancer impair, deuxième lancer impair, ça veut dire que je me propose en fait de suivre ce chemin-là. Pair, pair. Et quand on suit un schéma dans un arbre, on multiplie les probabilités. D'accord? Donc je fais 0,5 fois 0,5, ce qui me donnera comme résultat 0,25. D'accord? Et ça, c'est la probabilité. C'est la probabilité d'avoir pair, intersection avec pair. Donc, le fait que ces deux événements ont lieu l'un après l'autre. Donc, je reviens juste sur le cours que je vous ai fait la dernière fois, d'accord? On avait justement, on s'était arrêté sur cette histoire des arbres pondérés. Donc voilà, les exercices, c'était la claire et nette continuation du cours qu'on venait de donner juste hier, d'accord? C'était vraiment la suite directe, on va dire. Ok? Alors, j'espère que jusque-là tout va bien, parce qu'aujourd'hui, du coup, on va passer vraiment à la loi binomiale. Enfin, avant de faire la loi binomiale, il faut qu'on étudie le modèle qu'on utilise pour étudier la loi binomiale. Parce que ce qu'on a fait dans cet exemple avec les dés, ou aussi avec l'exemple où je lançais pile ou face et ensuite je tirais une carte dans un jeu de cartes, c'est quoi? C'est une succession d'épreuves indépendantes. Mais les deux épreuves, elles sont indépendantes bien entendu, mais c'est des épreuves différentes. C'est-à-dire que je peux faire voilà, pile ou face, c'est un type d'expérience aléatoire, et ensuite le fait de tirer une carte à partir d'un jeu de cartes, c'est une autre expérience aléatoire, c'est deux choses différentes, clairement. D'accord? Eh bien, quand on a étudié la loi de Bernoulli, quelqu'un qui me rappelle la loi de Bernoulli?
Vous avez trop parlé, vous deux. J'aimerais entendre quelqu'un qui était silencieux, par exemple David. La loi de Bernoulli, un petit rappel rapide. Où on peut obtenir soit un succès, soit un échec. Exactement. Alors, pour être précis, juste, ça c'est l'épreuve de Bernoulli. Et la loi de Bernoulli, c'est du coup la loi pour la variable aléatoire qui modélise cette expérience. Mais honnêtement, ça me va déjà comme ça. D'accord? L'épreuve de Bernoulli, déjà, c'est l'épreuve qui a deux issues possibles. Hein. C'est soit succès, soit échec. Et je vous rappelle que dans cet exemple, où on avait du coup une loi, dans cet exemple, je disais, dans lequel on avait une loi de Bernoulli de paramètre 1 sur 13, c'était quoi 1 sur 13? C'était la probabilité d'obtenir le succès. Et le succès, avec les variables aléatoires qui suivent une loi de Bernoulli, ça s'exprime par la valeur 1. Autrement dit, 1 c'est succès, 0 c'est échec. Vous pourriez simplement vous dire, peut-être qu'on utilise 0 et 1, parce que on a juste envie de dire 0 c'est le vide, donc c'est un échec. 1, ça donne une image de complétude, donc voilà, ça va être ça le succès. Mais c'est pas ça en fait, c'est encore plus simple, et surtout c'est encore plus utile. C'est juste que, imaginez de faire non pas une seule épreuve de Bernoulli, donc une seule expérience où vous avez succès-échec, imaginez d'en avoir plusieurs. Imaginez de les enchaîner. Imaginez de lancer une pièce plusieurs fois, l'une de suite à l'autre. Si vous faites une modélisation avec Bernoulli, vous savez que la variable aléatoire va valoir 1 à chaque fois que vous avez un succès. N'est-ce pas? Mais si vous faites plusieurs épreuves, vous avez envie à un moment donné de faire le décompte, le dénombrement du nombre de succès que vous obtenez. Et alors, si la loi de Bernoulli vous donne succès, valeur de succès 1, ça veut dire que en obtenant 3 succès sur 5 répétitions, votre variable aléatoire va valoir 1 plus 1 plus 1. Donc, ça va vous compter les succès. D'accord? C'est pour ça que ça va être pratique. Et ça va être justement le sujet de notre fameuse loi binomiale qui donne le titre à tout le chapitre. On se remet un instant à la sauce de la loi binomiale? Alors, la chose importante qu'on avait essayé de retenir de cette dernière définition de propriété, c'était la succession d'épreuves indépendantes et le fait que la probabilité d'une issue d'une succession d'épreuves indépendantes est égale au produit des probabilités de chaque épreuve. Autrement dit, si vous êtes dans une situation d'art de probabilité, l'idée c'est que si vous voulez connaître la probabilité d'un chemin, vous faites le produit des poids des branches. Comme on l'a dit avec l'exemple précédent, on fait du coup, on prend un chemin qui nous intéresse. Par exemple ici, dans l'exemple que j'avais fait, c'était pile et résultat 2 au niveau du dététraédrique. Si je veux cette issue-là, autrement dit, la probabilité de l'événement P2, et vous faites 0,5 fois 0,25, le produit. Jusque-là, je pense qu'on était d'accord. On l'a répété aussi dans l'exercice, mais encore une fois, je veux le souligner parce que c'est super important. Ce principe multiplicatif, il est vraiment clé. Et attention, ce n'est pas le même principe multiplicatif que celui qu'on a analysé pour le dénombrement. Ce principe multiplicatif-là, ça servait à nous dénombrer la quantité de possibilités. Ce principe multiplicatif-là, ça sert à nous faire calculer des probabilités. Deux choses différentes. Les possibilités, c'est donc le dénombrement des choses qui peuvent arriver. La probabilité, c'est le calcul des chances que quelque chose puisse vraiment avoir lieu. Deux choses différentes. Ok? Mais ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être donc définition. Donc, on est dans le cahier court, s'il vous plaît. On considère la répétition n fois
d'une même épreuve de Bernoulli. D'accord? Donc ça veut dire qu'on considère une succession d'épreuves, mais toutes ces épreuves-là, elles sont toutes pareilles, toutes la même. À chaque fois, répéter, répéter, répéter. Et on va dire que je la répète n fois. D'accord? Alors, cette nouvelle expérience, donc encore une fois, hein, cette nouvelle expérience, c'est juste la succession de ces épreuves de Bernoulli. Cette nouvelle expérience est appelée un schéma de Bernoulli. Ok? Petite remarque, les épreuves de Bernoulli, vous vous rappelez, chaque épreuve de Bernoulli, on l'avait définie aussi par un paramètre. Vous vous rappelez? C'est quoi la signification du paramètre? C'est avoir un succès. Mais du coup, le paramètre, c'est quoi? Non? Quoi? Alors, le paramètre, c'est associé au succès. Mais la valeur de P, ça représente quoi? C'est la probabilité du succès. D'accord? Donc, chacune de ces épreuves-là aura donc ce paramètre P qui est très important, c'est la probabilité du succès. Et donc, pour identifier un schéma de Bernoulli, ça je vous le mets en rouge du coup, pour identifier un schéma de Bernoulli, on utilise première chose n, c'est-à-dire le nombre de répétitions, et p. Alors p c'est quoi? P c'est le paramètre de l'épreuve de Bernoulli, mais pour le retenir, on va plutôt dire que P, c'est la probabilité d'avoir un succès. D'accord? Parce que c'est ça la signification du paramètre de l'épreuve de Bernoulli. C'est la probabilité d'avoir un succès. Est-ce qu'on s'est bien compris? P, c'est toujours la probabilité du succès. Hein. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment super important. C'est important parce que dans ce chapitre-là, c'est pas juste une question de calcul, c'est une question de savoir ce qu'on calcule et ce qu'on veut calculer et ce qu'on ne veut pas calculer. Et ça, croyez-moi, c'est crucial. L'identification en français des choses qui nous intéressent, elle a une importance, elle revêt une importance vraiment primitive, super importante, primordiale. Ok, vous avez terminé de copier? Je vais vous faire un exemple alors. Exemple. On considère la pièce truquée avec laquelle je me suis fait arnaquer, vous vous rappelez, dans ma narration de hier.
Donc cette pièce arnaquée, je vous rappelle, elle était telle que la probabilité d'obtenir, je crois que c'était face, c'était égal à 0,1 et la probabilité d'obtenir pile, c'était égal à 0,9. Vous vous rappelez? Et le succès, ce que j'avais appelé succès, c'était évidemment que moi je gagne, d'accord? Donc c'était d'obtenir oui, on en a besoin effectivement. Le succès était d'obtenir face. D'accord? C'est important parce que je peux faire le même exercice tout en considérant que le succès c'est l'autre. D'accord? Donc c'est important vraiment de spécifier quel est le succès pour vous dans cette expérience. Parce que il n'y a pas toujours un succès qui soit évident à obtenir. Ça peut toujours être soit l'un soit l'autre. L'important c'est de se mettre d'accord. Ok? J'effectue 3 lancers avec cette pièce. Maintenant, la question c'est si j'utilise un chemin de Bernoulli, attention, un chemin, pas la loi, pas l'épreuve, mais si j'utilise un chemin de Bernoulli, quels sont ses paramètres? Évidemment, hein, si j'utilise un schéma de Bernoulli pour représenter cette expérience, hein, mais je n'avais pas l'espace. À votre avis, quels sont ces paramètres? Les paramètres, ce sont... Vous pouvez y réfléchir. Hein. Je me parle juste l'espace. Ces deux paramètres, c'est quoi déjà? Chiawa, quels sont ces deux paramètres? Vous pourrez relire la définition que vous avez écrite juste auparavant. Quoi? Tu t'appelles Chiawa? Je savais pas. Oui. Alors, face, c'est l'événement qui donne le succès. Ça, c'est sûr. Mais les deux paramètres, c'est deux valeurs numériques. Pardon? Alors, 0,1, effectivement, c'est un de ces paramètres. En général, c'est le deuxième. Ça, c'est la probabilité du succès de chacune des expériences. Très bien. Et l'autre? Pardon? Regardez dans la définition. Hein. Je peux descendre ici. Toi, tu viens de me dire P, le paramètre de l'épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire la probabilité d'un succès. Pour le retenir, c'est plus simple de penser à la probabilité d'un succès. Et quel est l'autre paramètre? C'est? J'ai pas entendu, parle un peu plus fort. Ah, c'est marqué juste là, ce sont les répétitions. Et ici, j'ai effectué combien de lancers? Combien? 3. Ce qui veut dire, et là je vous le marque juste, hein, ça c'est le nombre de répétitions
Ça, c'est la probabilité d'un succès lors de chacune de ces répétitions. Ce qui me porte à donner une représentation qui va rassembler à ça. C'est pile ou face, on a dit. Hein. Mais moi, j'ai appelé ça comme succès-échec. Et le succès, c'est quoi? D'obtenir face. Bon. Ce qui veut dire que je peux faire une représentation qui ressemblera à ça. Succès-échec avec succès à 0,1 et échec à 0, combien? 9. J'ai entendu un 3. Ça, c'est la première. D'accord? Ça, c'est la première expérience aléatoire. Mais moi, je fais 3 répétitions. Alors, j'aurai ici aussi succès-échec, succès-échec. Et évidemment, c'est la même expérience. Donc là, je vais répéter 0,1, 0,9. 0,1, 0,9. D'accord? Et ensuite, ça c'était la deuxième expérience. Et là, je vous fais la troisième expérience, mais je change de couleur parce que j'ai déjà trop écrit en rouge. La troisième expérience, du coup, ça va être, excusez-moi si je dépasse, mais j'ai vraiment terminé l'espace. Succès-échec, succès-échec, succès-échec et succès-échec. D'accord? Et sur chacune des branches, je sais déjà quoi écrire parce qu'il s'agit toujours de la même expérience aléatoire. J'espère que ce soit bien clair. Hein. Les 3 couleurs, ce sont les 3 répétitions. La première, la deuxième, ce sont les 3 lancers. Hein, et le troisième. D'accord? À chaque fois, donc, il faut distinguer entre la probabilité du succès et la probabilité de l'échec. Sans se tromper. Ça, c'est ce qu'on appelle le schéma de Bernoulli. D'accord? Et avec un tel schéma, j'ai maintenant le droit de vous poser des questions de probabilité, bien entendu. Par exemple, je peux vous demander, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, quelle est la probabilité d'obtenir la séquence succès, succès, succès. Chacun y pense, chacun écrit un résultat, et vous me donnez la réponse dans 30 secondes. Vous l'avez? Alors, je vais appeler Yushwan. Pardon? À ton avis, comment on peut faire? La probabilité de 3 succès, c'est quel chemin que je prends? Je suis là. Je vais en haut ou en bas? Ah, voilà. Et du coup, j'ai fait quoi comme opération? Tout à fait. Qu'on peut résumer aussi par, évidemment, 0,1 puissance. Voilà. Et ça fait 0,001. Est-ce que j'ai oublié un 0? Non, c'est 3 places. D'accord? Ce qui équivaut à 0,1% de probabilité si vous voulez exprimer un pourcentage, pardon. Sinon, vous pouvez bien sûr le laisser comme ça. Donc, c'est 1 millième de probabilité d'avoir 3 succès. Pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Et maintenant, je vous demande, quelle est la probabilité d'avoir 2 succès? Donc, pardonnez-moi, je vais juste retirer le jaune, si j'y arrive, hein, sans tout effacer peut-être. Voilà. Quelle est à votre avis cette probabilité-là? 2 succès. Tu peux nous aider sur celle-là? Attends. Calmement. Tu vas pas t'en sortir comme ça, juste avec le résultat. Alors, est-ce que tu peux me donner les schémas ou le chemin qui va nous apporter vers le résultat? Alors, soyons graphiques, dis-moi un haut, un bas, ok? Oui. Puis? Oui. Ok. Ensuite? Après, c'est échec en bas. Succès. Ok. J'accepte de l'aide de la part de Jonathan. Faire en haut.
Oui, en bas, oui, en haut. tout à fait. C'est tout? Non. Du coup, je vais prendre volontiers des suggestions de Viviane. Quoi? Pour avoir 2 succès, oui. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ou pas? Non. Effectivement, il n'y a plus de possibilités. C'est fini. Il y en a juste 3. Mais par contre, ces 3-là, il faut les calculer. Et alors, je reviens sur Abishan. Abishan, le premier chemin, il a quoi comme probabilité? Je l'écris juste à côté parce que comme ça, on va juste le voir. Hein. La fin du premier schéma, c'est du coup celui-là. Hein. Et donc ça fait 0,00. Exactement. Le deuxième. Et ce 0,09, il a été obtenu comme 0,1 fois 0,1 fois 0,9. Ok. Maintenant, le deuxième. Ok. Et je l'ai obtenu en faisant 0,1 fois 0,9 fois 0,1. Mais vous voyez clairement que comme il s'agit d'une multiplication et que l'ordre du coup des facteurs n'importe pas, bah, du coup, je me retrouve avec le même résultat. Et le troisième, du coup, je peux facilement comprendre que ça fait encore pareil. Et cette fois-ci, c'est du coup, excusez-moi, 0,9 fois 0,1 fois 0,1. J'ai oublié un 0 peut-être, non? Ouais, C'est 0,09. Ok. Comme ça. Voilà. Ok. Mais du coup, quelle est la probabilité de 2 succès? Qu'est-ce que je marque ici à côté de ma question? À votre avis? Qu'est-ce que je fais avec ces 3 valeurs? 0,009, 0,009 et 0,009. Je les? Effectivement, on les additionne. Et donc, on trouve? Absolument. Oui, non? Alors, on multiplie les longs d'une branche, mais on additionne les schémas des branches différentes. C'est très important, ça. Ok? On additionne les différents schémas des différentes branches. Ce 0,07, ça nous dit du coup que 3 succès, c'était 0,1%. 2 succès, c'est 2,7%. C'est quand même pas beaucoup. Mais plus qu'avant. Plus qu'avant. Hein? Je vais quand même pas me plaindre. Hein? C'est je veux dire, c'est convenable. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner du coup la probabilité de un seul succès? Vas-y, donne-moi. Tu as le résultat final déjà? Ok, vas-y, balance. C'est pas 0,1. C'est le résultat final? Tu l'as obtenu comment? Je sais pas, il y a un succès en direct, non? Oui, mais toi, tu sais que tu fais 3 lancers. À 3 lancers. Moi, je veux un succès parmi les 3 lancers. Donc, j'ai combien de possibilités d'avoir un seul succès? Si je fais un haut et un haut, je fais 2 succès. Moi, je veux un seul succès. Bon, juste en haut, là. Oui, mais à chaque... moi, je dois faire forcément 3 lancers. C'est vrai, c'est une remarque intéressante. Pourquoi? Si je veux avoir un seul succès, je peux juste faire un succès et voilà, c'est tout. Mais attention, l'expérience aléatoire complète, elle est composée par la succession de 3 épreuves de Bernoulli. Donc, vous devez les considérer toutes les 3. Ça veut dire que si je veux avoir un seul succès, il faut que j'impose d'avoir après un échec et un autre échec. Donc, c'est ce schéma vert-là qui m'intéresse. Et ce schéma vert-là, il a comme probabilité 0,1 fois 0,9 fois 0,9. Ce qui fait 0,081, si je ne me trompe pas. De la même façon, je regarde les autres schémas qui ne contiennent qu'une seule fois le succès. Et je trouve ce chemin et ce chemin. Vous voyez, échec, succès, échec.
Or, échec, succès, échec, ça nous donne, excusez-moi, je me fais juste un peu d'espace là, mais je n'oublie pas hein, que probabilité de 2 succès, c'était 0,027, je crois. Donc, pour le deuxième chemin vert, ça va être 0,9 fois 0,1 fois 0,9, ce qui nous donne exactement 0,081. Yes, super. Et j'ai un troisième chemin à considérer, c'est évidemment la possibilité où je fais échec, donc je suis arrivé là, puis encore échec, et juste à la fin, un succès. Ok? Donc dans ce cas-là, je suis à 0,9 fois 0,9 fois 0,1. Et ça fait encore 0,081. Alors, si je veux la probabilité d'un seul succès, je vais faire la somme de 0,081 plus 0,081 plus 0,081. Donc, ça fait 3 fois 0,081, ce qui me donne... J'entends pas. 203. Okay. Donc, c'est 24,3%. Bah c'est pas mal déjà. Un succès sur 3 lancers de pièces, 24,3%. Bon, vous l'avez compris, maintenant, il nous reste qu'à calculer la probabilité d'obtenir exactement 0 succès. Quelle est cette probabilité? Ça, c'est facile. Maintenant qu'on a fait tout ça, celle-là, bah, elle devient assez évidente. 0 succès, ça veut dire que je fais 3 fois... Voilà, 3 échecs. Et 3 échecs, ça veut dire que je me retrouve avec 0,9 fois 0,9 fois 0,9. 0, pardon 729. 72,9%. Ça fait beaucoup. Et maintenant, du coup, je peux rassembler toutes mes informations en disant que si j'ai 0 succès, donc disons que ça c'est mon tableau succès probabilité. C'est un tableau très peu précis, mais c'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe. On a du coup 0 succès, ça nous fait 0,729. 1 succès, ça veut dire 0,243. 2 succès, ça veut dire 0,027. On avait? J'ai un doute, oui. Et 3, c'est 0,001. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités par rapport au succès? Est-ce que je peux obtenir 4 succès, moins 1 succès? Non. Alors, si on a tout bien fait, il faut absolument que la somme de ces 4 probabilités, ça fasse... Et est-ce que c'est le cas? On peut le faire, non pas grâce à la calculatrice, qui est un outil inventé par le diable, mais on va le faire grâce à nos petits cerveaux. On va faire du coup 9 plus 3 plus 7 plus 1. D'accord? Et on va trouver 20. Donc j'écris 0, mais je me rappelle que j'aurai 2 de plus juste à côté. Et juste à côté, j'ai 2 plus 4 plus 2. Du coup, plus 2. Ce qui me fait exactement 0. Et j'ai encore 1 de plus. Et donc à côté, je me retrouve avec 7 plus 2, 9. Plus 1, ça fait 0. Et donc j'ai encore 1 de plus à gauche. Ce qui fait 1. Donc nous avons analysé que la somme de toutes ces probabilités de 3, 2, 1 et 0 succès, ça fait 1. Alors pourquoi ça fait 1? Parce que vous êtes en train de regarder à tout simplement des événements, donc ces 4 événements-là, qui regroupent toutes les possibilités. Si vous faites 3 lancers, il n'y a pas d'autres possibilités que ces 4-là. Tout simplement. Évidemment, vous pourrez aussi vous mettre à utiliser d'autres perspectives pour analyser le même événement. Par exemple, on pourrait regarder à l'inverse. Imaginez que dans cette narration que je vous ai fait juste hier, on a un peu assumé que le méchant était l'harceleur. Mais imaginez que cette probabilité-là, on la calcule pas pour nous, mais pour l'harceleur. Pour lui, le succès, du coup, ça sera le fait que ce soit lui qui gagne. Et donc, avec exactement la même donnée, lui, il va obtenir un tableau complètement différent, vous voyez. Pour lui, les succès, ils vont être inversés.
Pour lui, 0 succès, ça veut dire la probabilité 0,001. Pour lui, un succès, ça veut dire la probabilité 0,027. Pour lui, 2 succès, ce sera 0,243. Pour lui, 3 succès, ce sera 0,729. Ce qui veut dire que avec le même chemin, qu'est-ce que j'ai modifié? Ça, c'était un chemin avec paramètre 3, 0,1. Et ça, on va l'appeler le schéma de l'harceleur. Ça, c'est le schéma avec toujours 3 répétitions de l'expérience aléatoire. Mes paramètres de succès, oui, absolument. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que, en plus du coup de pouvoir regarder les choses selon plusieurs perspectives, ici il y a même un discours de qu'est-ce qui change si j'inverse la perspective? Bah, tout simplement, je change de schéma. Je passe d'un schéma 301 à un schéma 309. Ça, c'est vraiment très important parce que ces 2 paramètres que je vais exploiter dorénavant pour parler des schémas des Bernoulli vont avoir une importance cruciale. Alors, je vais arrêter mon cours ici parce que ça va sonner dans 30 secondes à peu près. Je vous affiche juste des exercices que j'ai pensés pour vous